Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Merci de vous être connectés. Nous débuterons cette présentation dans quelques minutes. Le temps de laisser aux derniers participants de se connecter. On attend plus d'une centaine on avait plus d'une centaine d'inscrits, donc ça ne devrait pas tarder. Voilà. Donc on a de nouvelles connexions. On pourra débuter dans quelques... Mais écoutez, nous n'avons pas plus de nouvelles connexions pour le moment. On va pouvoir débuter. À nouveau, merci à tous de vous être connectés. Je profite pour me présenter. Donc, Stéphane Landry de Charente Tourisme. Je vous rappelle que dans le cadre du dispositif que nous avons lancé conjointement avec les offices de tourisme début décembre, donc ACT, accompagner collectivement le tourisme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire thématique sur tout simplement le tour d'horizon des aides locales et régionales, de manière à vous donner des informations et on parlera aussi des aides nationales, donner des informations sur tous les dispositifs et les aides qui sont mises en place pour vous soutenir dans cette crise du Covid-19. Avec nous aujourd'hui, on aura donc Maître Alexandre Willman, qui est avocat directeur associé en droit fiscal à KPMG Avocats. Et on va pouvoir débuter dans quelques instants. Simplement vous rappeler que ce webinaire est donc enregistré, qui sera mis à disposition sur notre site Charente Tourisme, ainsi que le support qui, comme vous le verrez, est relativement dense parce qu'on a les aides sur chaque territoire qui dispose d'aides, évidemment. Et donc, on le mettra à disposition sur notre site Charente Tourisme dans la rubrique Covid-19. Mais écoutez, bonne présentation à toutes et à tous, et je laisse la parole à Maître Willman. Merci. Merci Stéphane. Je suis donc en effet Alexandre Villeman, directeur associé taxes chez KPMG Avocats. Donc l'objectif, il est en effet de faire un petit tour d'horizon des aides locales, régionales, mais également nationales, d'autant qu'on a vu sur les questions qui ont pu nous être posées que vous aviez encore des interrogations sur la mise en place de certains mécanismes de soutien qui sont plutôt nationaux. Donc on refera le point là-dessus et on aura l'occasion de répondre à vos différentes interrogations. Donc on va commencer par dérouler les aides nationales, puis régionales, et enfin nous finirons par les aides locales. Au niveau des mesures nationales, sans re-rentrer dans le détail de l'ensemble de ces mécanismes, on a quand même relisté les principaux points qui peuvent vous permettre de bénéficier d'une aide ou d'un soutien. Le premier point étant le délai de paiement des échéances à la fois sociales et fiscales. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce sont des éléments où il ne faut pas hésiter à rentrer en discussion avec vos conseils, qu'ils soient juridiques, fiscaux ou bien votre expert comptable, qui est la première personne avec qui il faut échanger, puisque avec votre SIE, donc le service impôt des entreprises, il est possible de solliciter et d'avoir et de se voir accorder des délais de paiement pour les impôts directs. Alors, ça ne concernera pas notamment la TVA, hein, puisque les sommes collectées doivent être reversées, mais en tout cas, ça peut permettre de bénéficier de ces reports d'échéance. Donc ça, c'est un point qui peut quand même être relativement important. Le deuxième point qui est noté, puisque on vient de le dire, quand votre entreprise est confrontée à des difficultés importantes liées au coronavirus, on peut solliciter donc cet étalement ou ce report de la dette fiscale. Mais il y a également des situations, hein, pour nombreux d'entre vous, pour les situations les plus difficiles, où il va être possible de solliciter par le biais d'un formulaire, non pas un report ou un simple étalement, mais bel et bien une remise des impôts. On a vu des dossiers, hein, pour lesquels ça a été accordé, donc il ne faut pas hésiter, le cas échéant, dans certaines situations bien spécifiques, à soumettre des demandes de remise des impôts directs, et il y aura un examen personnalisé, individualisé des demandes, qui vont tenir compte de votre situation financière, de vos dettes, de votre situation vis-à-vis du fisc, et cetera. Mais voilà, il peut y avoir en tout cas le bénéfice de différentes remises d'impôts. Donc là encore, n'hésitez pas à aborder ces points avec vos différents conseils,
puisque bien souvent, on a des clients qui pensent ne pas y avoir droit, qui ne font même pas les demandes de ces différents mécanismes, alors qu'en réalité, dans certains cas, il suffit de formuler les demandes pour pouvoir y avoir droit. Le troisième point que nous souhaitions réaborder avec vous concerne l'aide au paiement des loyers, puisque nombreux d'entre vous s'interrogent sur ces aides. On a entendu parler d'un crédit d'impôt qui pouvait être octroyé aux bailleurs à 30%, puis à 50% pour tous les mois. Alors, la règle, hein, elle est en effet que le bailleur qui accepte d'annuler le loyer du mois de novembre a le droit à un crédit d'impôt qui s'élève à une somme de 50%. Alors, on parle du mois de novembre, mais il est encore temps pour votre bailleur pour accepter potentiellement d'annuler cette dette, hein. Donc, ça peut être l'occasion pour vous tous d'avoir une discussion avec vos bailleurs et de voir avec lui s'il est prêt ou non à faire ce geste avec vous. Alors, ce qui est vrai que ce n'est pas complètement neutre pour lui. Ceci étant dit, voilà, il y a quand même une aide qui s'élève à 50% sous la forme d'un crédit d'impôt. Donc, c'est relativement intéressant et on voit que certains bailleurs accordent cette annulation de loyer pour le mois de novembre, encore actuellement, parce que eux-mêmes, hein, de leur côté, beaucoup de bailleurs ne savent pas qu'ils peuvent encore aujourd'hui accepter d'annuler ce loyer du mois de novembre et bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc à ce titre-là, il ne faut pas hésiter à engager une discussion avec vos bailleurs pour pouvoir solliciter cette annulation du mois de novembre qui vous permettra d'avoir du coup un petit sursis de trésorerie, ce qui est toujours intéressant. L'élément suivant, hein, c'est le fonds de solidarité, qui est l'élément principal qui a été mis en œuvre dès le premier confinement par le gouvernement, avec des conditions, des modalités qui ont fluctué, qui ont évolué pendant le premier confinement, pendant la période intercalaire et encore maintenant. On voit qu'il proroge au fur et à mesure ce fonds qui continue avec de nouvelles conditions. Donc, il est encore d'actualité et les conditions ont notamment changé et évolué. Donc, si vous n'y aviez pas le droit, il faut se pencher sur la question, vérifier si aujourd'hui vous ne pouvez pas en bénéficier, parce que ça peut être le cas. Donc, si vous le faisiez vous directement, refaites-le. Si c'était par le biais d'un de vos conseils, recontactez-les, hein. Je rappelle que normalement, la demande sur ce fonds de solidarité, comment elle se fait? Elle se fait par le biais de votre espace personnel en ligne sur le site impôts.gouv. Dans la messagerie sécurisée, il y a un petit onglet Je demande à bénéficier du mécanisme du fonds de solidarité. Et ensuite, il suffit de répondre aux questions pour pouvoir éventuellement bénéficier de ce fonds. Mais voilà, encore une fois, notamment en janvier, les conditions d'éligibilité et de modalités sur le chiffre d'affaires ont changé. Donc ça vaut le coup de se pencher sur la question pour ceux qui n'en bénéficiaient pas, pardon. Aujourd'hui, ça peut ne plus être le cas. Il y a ensuite le prêt de trésorerie garanti par l'État, hein, donc le fameux PGE, le prêt garanti par l'État, qui lui est un véritable mécanisme de soutien dans l'octroi des prêts. On ne rentrera pas plus dans le détail, mais il faut savoir que c'est quand même un élément qui a permis à de nombreuses entreprises d'avoir en effet un prêt de trésorerie. Les modalités de remboursement ont évolué puisque ça a été encore reporté d'un an. C'est un élément qui est quand même intéressant puisque ça peut permettre d'avoir de la trésorerie. Certains ont fait les demandes quitte à ne pas l'utiliser, mais ils ont cette soupape de sécurité de savoir qu'il y a ce prêt de disponible. Alors certes, c'est un prêt, donc il faudra le rembourser, mais ça peut permettre de payer certaines échéances, de traverser la crise. Donc, encore une fois, c'est un élément qui peut être plutôt favorable et qui peut permettre de traverser cette situation. Un petit mot également sur le rééchelonnement des crédits bancaires. Alors, je pense que la majeure partie d'entre vous ont déjà eu des discussions, puisque dans la globalité, hein, les banques ont accepté de faire des reports. Alors, les modalités pouvaient varier d'une banque à l'autre, hein. Certaines ont reporté en fin de contrat, d'autres ont suspendu avec des incidences qui ne sont pas forcément les mêmes sur les intérêts et les conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. Un, qu'il faut aborder la discussion avec vos établissements bancaires le plus tôt possible, pour pas être au pied du mur, lorsque vous aurez besoin de demander un rééchelonnement ou un report de vos mensualités.
parce que dans ce cas-là, vous serez un peu obligé d'accepter ce qu'on vous proposera avec forcément des conditions peut-être moins favorables. Et le deuxième point, il est que en cas de désaccord, avec votre banque, il faut savoir qu'il y a des médiateurs qui ont été nommés et que vous pouvez avoir donc un tiers, qui peut faire l'interface entre vous et votre établissement bancaire et que ça peut vous permettre et ben voilà, de trouver, des solutions. Un petit focus particulier puisque, on a eu des retours de banques, qui ayant déjà accordé un étalement ou un report lors du premier confinement, même si c'était un tout petit report, refusent de refaire un report en se basant sur leurs conditions, contractuelles qui prévoient qu'il ne peut y avoir qu'un report par année civile ou qu'un report, avec, un espace de 6 mois et cetera. Donc, 3 possibilités. Soit en argumentant avec eux, en effet, finalement, ils arrivent à vous, faire un nouveau report, donc il y a pas de discussion. Soit vous pouvez faire appel, en effet, au médiateur, qui pourra permettre d'avoir une solution trouvée ou malheureusement, la dernière solution et ce que préconisent d'ailleurs certains établissements bancaires qui disent: «Non, on ne peut pas, il faut aller voir un juge» et dans ce cas-là, le juge est lui toujours à même de vous octroyer des délais de paiement, et un report. Alors ça ne peut pas excéder 24 mois, mais, en dernier recours, c'est la solution ultime qui peut permettre en effet d'avoir un rééchelonnement quand bien même en vertu des stipulations contractuelles, normalement, vous en aviez déjà eu un. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Quoi que vous dise votre banquier, il peut y avoir des solutions. Donc il ne faut pas se dire bah, que c'est trop tard. Et le dernier point, c'est le chômage partiel hein, qui a largement été mis en œuvre et qui peut permettre, voilà, bah, là encore, de bénéficier de l'aide de l'État. Je m'y attarderai pas parce que c'est pas mon domaine de spécialité. Le cas échéant, si certains ont des questions plus pointues là-dessus, on pourra vous apporter des réponses par le biais de mon associé Laurence Odidier, qui elle est vraiment spécialisée en droit du travail. Voilà le petit point général sur les aides, nationales. Je laisse la main à Stéphane Landry, pour le petit point particulier sur les chèques France Num. Merci Alexandre. Oui, je voulais prendre quelques minutes pour vous parler d'un dispositif qui a été lancé en fin d'année 2020 qui s'appelle le chèque numérique et qui vous permet de bénéficier donc d'une aide de 500 euros. Donc sans vous lire hein, tout ce que vous avez sous les yeux évidemment, hein. Vous rappelez que ce chèque donc il est dans le cadre du France Num. Il s'adresse aux entreprises de moins de 11 salariés, donc il s'adresse bien et uniquement aux entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020. Donc, en premier lieu, il s'adressait d'abord au commerce, mais il y a une exception qui a été faite pour les hôtels et les hébergements similaires, ce qui veut dire que si vous êtes un restaurateur, un hôtel ou un hébergement similaire, vous pouvez bénéficier de ce chèque de 500 euros. Les conditions pour en bénéficier, les autres conditions, bon, c'est d'avoir engagé des dépenses de numérisation à hauteur de 450 euros minimum entre la date du 30 octobre 2020 et ce jusqu'au 31 mars 2021. Je tenais à préciser un point qui me semble important, c'est que il n'est pas obligé de fournir une seule facture de 450 euros minimum, mais une ou plusieurs factures peuvent également fonctionner, ce qui veut dire que si vous avez deux dépenses de 200 euros plus une dépense de 100 euros, ça pourra également fonctionner. Et je vous ai mis également en complément comment obtenir cette aide. Donc, vous avez le lien qui vous permet d'accéder aux détails et vous précisez quel type de dépenses peut-on justifier pour obtenir ce chèque de 500 euros. On peut notamment retrouver solution de réservation, un site internet, un outil de GRC, donc gestion de la relation client, qui serait donc un outil numérique. Également, les logiciels de caisse peuvent fonctionner. Donc, ça nous semble une aide que vous pouvez solliciter dans le cadre de ce chèque numérique de 500 euros. Également, vous rappelez que Charente Tourisme, dans le cadre de son accompagnement des prestataires touristiques, réalise également des prestations numériques. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On propose également des sites internet qui sont éligibles au chèque numérique. Donc voilà. Et dernier point important à rappeler, c'est que ce chèque numérique, il a été décidé par le gouvernement, hein, par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, que 110 000 entreprises pourraient en bénéficier, mais il est probable que ce dispositif soit reporté dans le futur en fonction du succès qu'il aura eu. Donc, n'hésitez pas à solliciter ces chèques à partir du moment où vous pourrez justifier de ces dépenses. Voilà, c'était le petit point
sur le chèque numérique. On souhaitait par la suite passer à une partie réponse aux questions que vous nous avez posées en amont du webinaire. Je me permets aussi de vous rappeler que si vous souhaitez poser des questions, vous avez le petit bouton questions-réponses. Et donc, la première question, Maître Willman, que nous avions, était 2020 est ma première année d'activité, donc pas de chiffre d'affaires en 2019, mais un business plan avec des prévisions pour 2020. En 2020, pas de masse salariale, j'exploite moi-même sans être salarié. A priori, je n'ai droit à aucune aide. Est-ce le cas? Merci d'avance. Oui, alors, ce qui est vrai, c'est que là, on se rapporte principalement au fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, historiquement, dans les différentes versions qu'il y a eu, on comparait et il fallait justifier d'une perte de chiffre d'affaires. Donc, la perte de chiffre d'affaires, elle se faisait au mois le mois en fonction de la perte entre le mois en 2020 et soit le mois en 2019, soit une moyenne lissée sur l'année. Donc, en effet, pour certaines personnes, on ne rentrait dans aucun critère, et notamment dans cette hypothèse-là, avec un début d'activité en 2020, il n'y avait pas de bénéfice possible du fonds de solidarité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du mois de janvier, les conditions ont évolué, et notamment dans cette hypothèse-là, il est possible potentiellement de bénéficier du fonds, puisqu'il y a eu normalement une période d'activité, et on va comparer la perte de chiffre d'affaires vis-à-vis d'une moyenne qui va être faite par rapport au mois de juillet à octobre 2020. Donc, s'il y a eu une activité pendant cette période où normalement les différentes entreprises ont pu de nouveau avoir une activité économique, cela va permettre de matérialiser un revenu qui va être reconstitué sur une période de 12 mois et on va ensuite comparer la perte de chiffre d'affaires entre le mois de janvier 2021 et cette période en 2020. Donc, en effet, potentiellement, même dans cette hypothèse-là, on peut, sous réserve, mais il faut regarder les caractéristiques pratiques de l'entreprise, mais bénéficier du fonds de solidarité. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant de se pencher sur la question. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous n'y aviez pas le droit qu'il faut se dire que c'est perdu. De même, je rebondis, parce que j'ai eu l'autre jour un entretien avec une personne qui était fermée et qui du coup pensait qu'elle ne pouvait pas bénéficier du fonds. Alors c'est pas le cas, hein. C'est pas parce qu'on est fermé qu'on ne peut pas bénéficier du fonds. Et on peut quand même justifier, alors c'est ça qui est incroyable, mais même en étant fermé, du coup, on peut justifier d'une perte de chiffre d'affaires et potentiellement être indemnisé par le fonds de solidarité. Donc là encore, si vous êtes fermé, potentiellement, pensez à faire une demande puisque vous êtes éligible à ce titre-là. Voilà Stéphane, ce que je pouvais dire sur cette première question. Merci Alexandre. Donc en deuxième question, est-ce possible de cumuler le fonds de solidarité national et une aide régionale? Alors, une question qui appelle plusieurs réponses. Il y a certaines aides pour lesquelles c'est même indispensable, puisque en fonction des différentes aides, mais qu'elles soient régionales ou locales d'ailleurs, on a à chaque fois des critères d'éligibilité, des dossiers à remplir. On a certaines aides régionales qui ont comme préalable pour être éligible d'être bénéficiaire, notamment du fonds de solidarité, qui est souvent le socle. Notamment, on sait que le deuxième volet du fonds, qui était une aide régionale, eh ben, une des conditions, c'était bien sûr d'avoir bénéficié, d'être éligible du fonds de solidarité. Donc, dans ces hypothèses-là, non seulement on peut cumuler, mais en plus, c'est un impératif. A contrario, on a également certaines aides qui ont été mises en place pour certaines personnes qui n'étaient pas bénéficiaires ou qui n'étaient pas éligibles de ces aides nationales. Donc, dans ce cas-là, de facto, on ne peut pas les cumuler puisqu'elles n'ont pas vocation à bénéficier à des personnes qui ont déjà en réalité un mécanisme de soutien. L'objectif, c'était vraiment que le maximum d'entreprises aient d'une manière ou d'une autre un mécanisme de soutien, une aide, si elle n'était pas nationale, qu'elle soit régionale ou locale. Donc, dans ces hypothèses-là, eh ben, on venait dire, voilà, vous n'aviez pas le droit au fonds de solidarité parce que pour telle ou telle raison, vous n'étiez pas dans les critères. On met en place une nouvelle aide régionale qui vous vise spécifiquement. Donc, pour synthétiser, on peut cumuler oui et non. Ça va dépendre des aides qui sont visées. Donc, il faut vraiment se rapporter aux différents critères d'éligibilité, aux conditions des aides qui sont vraiment précises à chaque fois. Et de toute manière, quand on veut les solliciter, il faut remplir le dossier. Et donc, vous verrez si oui ou non, vous pouvez cumuler une aide locale avec une aide régionale avec une aide
national, mais il n'y a pas de réponse absolue. Il faut vraiment faire du cas par cas. Question suivante. Quelles aides pour une location saisonnière en loueur meublé non professionnel subissant le manque à gagner de la crise sanitaire? Ouais, alors là, on a un problème qui touche en effet de nombreux acteurs du tourisme dans notre région, puisque on a eu un doute au début sur l'éligibilité des LMNP au fonds de solidarité. Je le rappelle parce que c'est vraiment une source d'incompréhension pour beaucoup, puisque souvent les gens se connaissent, se parlent, regardent sur les forums. Euh, Certains disent bah, j'ai vu que mon voisin il l'a eu, moi je l'ai pas eu, etc. Quelle est la règle? Quand on s'attache au texte et au texte pur, rien ne justifie et rien ne nous dit qu'un loueur meublé non professionnel ne puisse pas bénéficier du fonds de solidarité. On nous parle notamment d'activité économique et force est de reconnaître qu'un loueur en meublé, même non professionnel, relève d'une activité économique. Au surplus, étant éligible, même s'il y a des exonérations à la cotisation foncière des entreprises, on voit bien que cette notion d'entreprise se rapporte aux loueurs meublés non professionnels. C'est pour ça qu'au début, on disait nous-mêmes dans les premiers webinaires qu'un LMNP pouvait formuler les demandes. Certains les ont fait, certains les ont eus et d'autres les ont pas eus. Il y avait vraiment une interprétation d'un service impôt à un autre jusqu'à ce que l'administration fiscale vienne nous dire au mois de mai dans sa FAQ, donc vraiment c'est dans les réponses la foire aux questions de l'administration fiscale, qu'elle est venue nous dire que les loueurs meublés non professionnels ne pouvaient pas bénéficier de ce régime. Ça a deux conséquences. Un, c'est la position de l'administration. Donc, potentiellement, si quelqu'un faisait un recours, c'est pas dit que cette position tiendrait la route, mais malheureusement, personne ne va diligenter de recours parce que les montants en jeu et les redevables ont souvent pas les moyens d'engager ces actions pour les montants qui sont en jeu. Et de deux, la deuxième conséquence, et c'est en cours, c'est que certaines personnes qui ont pu bénéficier du fonds de solidarité se voient maintenant dans l'obligation, et du moins dans la demande, de rembourser les sommes qui ont été touchées au titre du fonds de solidarité. Et ça, c'est pas un cas d'école, parce que nous, on a des clients, en effet, qui ont reçu des mails de l'administration fiscale. Vous avez touché à tort le fonds de solidarité au mois d'avril, et il faut nous rembourser. Donc, sachez que si vous l'avez touché et que vous êtes LMNP, potentiellement, vous êtes redevable d'une dette vis-à-vis de l'administration fiscale. Alors, il pourrait y avoir soit matière à discuter, soit négocier un étalement, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, les LMNP ne remplissent pas les critères pour bénéficier du fonds de solidarité. Pour 95% des aides, il faut notamment des salariés. Donc là encore, les LMNP ne remplissent pas ces conditions. Donc il peut y avoir certains dispositifs locaux de prêts, etc. Mais voilà, ce n'est pas des aides, ce n'est pas des subventions, c'est toujours des sommes qu'il faudra rembourser et qui sont vraiment rares. Donc c'est vrai que malheureusement, pour les LMNP, à part différer les remboursements d'emprunts quand il y en a et d'emprunts immobiliers en discutant avec la banque, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens et donc il faut essayer de tenir et de faire le dos rond. Mais au niveau des subventions et des aides, il n'y a pas grand-chose qui est présent. Question suivante. Comment déclarer une perte d'activité en 2020 et bénéficier des aides nationales, régionales et locales? Alors, principalement pour le fonds de solidarité, qui est toujours, on en revient toujours à ce fonds de solidarité qui est vraiment le mécanisme socle et le principal auquel tout le monde peut faire appel. Je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait comment? En se connectant sur son espace particulier impôt.gouv, dans l'espace messagerie sécurisée. Et ensuite, il faut répondre aux questions et c'est là que l'on déclare ses pertes et que l'on choisit si on veut que ça se rapporte à l'année entière, à une moyenne mensuelle, etc. Mais c'est toujours par ce biais-là. Ça, c'est vraiment pour le mécanisme du fonds de solidarité. Ensuite, pour ce qui est des autres aides, qu'elles soient régionales ou locales, donc là, ça se fait forcément pas par le biais de cette interface impôt.gouv, mais ça se fait soit en ligne pour certaines aides, notamment régionales, sur le site Les Aides Nouvelle-Aquitaine, ou pour les aides locales, et à chaque fois, il y a des dossiers à remplir. Donc, il faut les télécharger, les remplir. Et je pense que là-dessus, pour ceux qui ont du mal ou qui veulent bénéficier d'une aide, vous pouvez vous rapprocher de Charente Tourisme, qui, le cas échéant, pourra revenir vers nous pour vous indiquer comment obtenir ces formulaires, comment les remplir en cas de difficulté. Mais il n'y a pas d'automatisme et on ne peut pas remplir un document pour que ce soit diffusé à toutes les aides, malheureusement.
il faut faire aide par aide et puis ensuite que le dossier soit étudié par les organismes compétents. Merci. La question suivante, nous sommes loueurs meublés professionnels, mais n'avons pas de forme juridique autre que l'exploitation en propre des biens en location saisonnière. Nous n'avons à ce jour pu bénéficier d'aucune mesure d'aide autre que le report d'échéance de prêt. La situation se tend de plus en plus. Pouvons-nous bénéficier d'aide? Alors, là, on est dans l'hypothèse, d'un loueur meublé professionnel, hein, donc, à contrario de ce que je vous ai indiqué, tout à l'heure, qui ne s'applique pas pour les LMNP, la règle est différente, que ce soit pour les loueurs meublés, professionnels ou, notamment pour les chambres d'hôtes, hein, puisque, pour les chambres d'hôtes, c'est la même chose. Normalement, on n'est pas sur une activité de location, on est sur une activité de prestation, donc on est éligible potentiellement à ces fonds, de solidarité. Alors ensuite, il y a des conditions, hein, à remplir qui sont autres, heu, mais dès lors qu'on remplit, toutes les conditions, notamment, on peut bénéficier notamment de ce fonds de solidarité. Ça va être moins vrai pour les différentes aides, régionales, et locales, mais en tout cas, la qualification de loueur meublé professionnel, si on est vraiment sur une activité, professionnelle, doit permettre de bénéficier à minima du fonds de solidarité, mais sous réserve, encore une fois, de remplir les différents critères, hein. Il ne s'agit pas uniquement, de celui-ci, il faut remplir l'ensemble des critères pour bénéficier du fonds, sachant que le fonds de solidarité, attention, c'est toujours une indemnisation qui se fait par rapport à une perte de chiffre d'affaires, donc si on a une très petite perte, on a une très petite aide. Voilà. Question suivante. Donc nous avons une partie de notre patrimoine immobilier dans la SARL de famille et une partie en nom propre. Mon épouse est la gérante de la société. Nos hébergements sont classés en meublé de tourisme à destination de curistes. Mon épouse est salariée de l'entreprise et perçoit donc un salaire. Il nous a été indiqué que nous ne pouvons avoir aucune aide car elle est en poste et bénéficie d'une rémunération tant au niveau des meublés appartenant à la société et également pour les appartements en nom propre. Je souhaite avoir une validation de ces propos et savoir si nous pouvons avoir une aide face à l'arrêt des établissements de cure thermale. Alors, on en revient aux conditions d'éligibilité, hein, notamment du fonds de solidarité et dans le cadre des sociétés, lorsque le dirigeant majoritaire est titulaire d'un contrat de travail à temps complet, heu, on n'est en effet, pas, éligible à ce titre-là. C'était la même chose au début, hein, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite ou de prestations d'indemnité de la sécurité sociale. Alors, sur ces 2 derniers points, les textes ont évolué parce que maintenant on va venir les soustraire au montant de l'aide pour voir si potentiellement, vous pouvez en bénéficier. Mais en tout cas, la condition du contrat de travail, en effet, malheureusement, ne rend pas éligible au fonds de solidarité. Donc, malheureusement, la réponse est, oui, cette dame ne peut pas bénéficier du fonds. OK. On aura également, une question qui sera relative au terme. Je suis salarié à temps partiel et je complète habituellement mes revenus par la location de mes gîtes. Actuellement, les termes sont fermés et du coup occasionnent une baisse de mes revenus et des difficultés pour payer les charges. Je suis en nom propre et déclare mes revenus locatifs en micro-BIC. J'avais fait une demande de fonds de solidarité, mais cela ne s'applique que pour les entreprises et les impôts me réclament d'ailleurs le remboursement des sommes perçues. À quoi puis-je prétendre? Alors, vous voyez, là, on est vraiment dans l'hypothèse que je visais tout à l'heure, hein, d'une personne qui pensait remplir les critères, qui de bonne foi a sollicité le bénéfice du fonds, qui lui a été octroyé et maintenant on vient demander un remboursement. Donc c'est vrai que malheureusement, quand on n'est pas dans le cadre d'une société, quand on n'est pas dans le cadre d'une activité dite professionnelle, mais qu'on est uniquement à l'MNP qui bien souvent est une activité de source de revenus, complémentaire, malheureusement, à part en effet décaler, les échéances d'emprunt ou avoir sur certaines aides locales, certaines avances de trésorerie, et ben, on se retrouve, dans la situation, critique qui est celle où on n'a pas de soutien puisqu'on n'a pas de salariés, on n'a pas d'activité professionnelle, fiscalement parlant et en tout cas selon l'interprétation de l'administration fiscale. Donc il y a malheureusement, bah, pas grand chose, en termes de soutien, sur ce type et cette typologie d'activité, Stéphane, j'ai pas d'autres points malheureusement à donner là-dessus. OK, ouais, bah, je comprends. Et du coup, dernière question qui nous avait été posée en amont du webinaire. Nos meublés de tourisme fiscalement sont au nom de mon mari, mais celui-ci est salarié. Peut-on prétendre à des aides?
Ouais, alors là-dessus, on a une double problématique. La première problématique, c'est qu'il est salarié et comme je voulais exposer, le contrat de travail est un des critères qui empêche le bénéfice, notamment du fonds de solidarité. Heu et le deuxième point, c'est qu'on est sur une activité meublée de tourisme et vraisemblablement sur une activité, de meublé mais non professionnelle et donc encore une fois, non éligible. Donc là, a priori, sans rentrer, dans le détail avec les informations qu'on a, je pense que dans une hypothèse comme dans l'autre, malheureusement, il n'y aura pas de mécanisme, pour prétendre, aux différentes aides. Ok. Je parcours, hein, les questions qui ont été posées pendant le questionnaire. Alexandre, est-ce que vous avez des informations concernant l'accès pour solliciter le fonds de solidarité du mois de janvier? A priori, c'est toujours pas accessible. Ouais, alors il est peut-être pas encore accessible, ça devrait plus tarder puisqu'on sait que notamment, sur les sites services publics et cetera, où ils nous font tous les mois la mise à jour des conditions, on a le mois de janvier maintenant et les conditions, qui sont, en ligne. Donc vraisemblablement, ça va venir. Alors de toute manière, on a toujours le temps pour formuler les demandes, hein, en ligne puisqu'on a jusqu'à la fin du mois souvent ou un délai de 2 mois. Alors je comprends que les gens veulent faire rapidement les demandes pour toucher le fond, puisqu'ils en ont besoin pour payer les charges et les échéances. Mais là, selon vraisemblablement, ça devrait plus tarder. C'est une question de 2 jours, hein, puisque on a encore une fois le site service public qui a été mis à jour de son côté. Donc, ça devrait venir. Il faut surveiller. Malheureusement, on n'a pas d'alerte, etc. Et on n'a pas d'informations plus précises. Donc, il faut continuer à surveiller. On a également une question d'un restaurateur. Cette année, j'ai dû proposer des plateaux repas afin d'avoir des clients. Cela a augmenté mon CA sans faire de marge, donc peut-être que je ne pourrais pas avoir l'aide suivant les conditions 50% du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez une réponse à nous apporter sur la condition de la vente à emporter dans le calcul du fonds de solidarité? Alors, j'ai une demi-réponse. Là-dessus, on pourra, faire une étude un peu plus approfondie, si vous pouvez relever le point, Stéphane, puisqu'il y a en Ouais. effet, un certain quota et en tout cas, ce qui se rapporte à la vente à emporter typiquement qui est pas prise en compte, pour certains critères de chiffre d'affaires et certaines aides. Donc là, il faudra que je regarde, par rapport à quel mois ça se rapporte et à quelles, conditions exactes, de qualification de vente à emporter. Mais en effet, normalement, sur les derniers mois, heu, il est précisé, il me semble, mais on ira revérifier que ce volume-là, heu, n'est pas pris en compte. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et un élargissement, mais on vérifiera le point et on apportera une réponse là, par écrit à la personne qui a posé la question. Ok, bon, je parcours les questions rapidement. Peut-être que vous aurez la réponse. Savez-vous déjà si le fonds de solidarité du mois de février sera disponible pour le mois de février? Alors, a priori, oui, hein, il sera, prorogé, ça c'est, une certitude. Mais encore une fois, quand est-ce qu'on pourra formuler concrètement la demande? Là, on n'a pas la réponse, hein, puisque manifestement pour janvier, c'est pas encore le cas. Mais oui, en tout cas, le fonds, est prorogé et on pourra formuler des demandes, au titre du mois de février, oui. Et enfin, une question qui va plutôt me concerner et je souhaite le rappeler, hein. Avant d'engager des dépenses, le loueur meublé non professionnel peut-il prétendre au chèque numérique? A priori, la réponse est non, dans la mesure où vous n'êtes pas une entreprise et vous n'avez donc pas ce statut. C'est un dispositif qui est mis en place par la DGE, donc la Direction générale des entreprises, et ça s'adresse uniquement aux entreprises. Je crois qu'on a fait le tour des questions globalement. Peut-être qu'on y reviendra plus tard s'il en reste. Alexandre, je vous laisse donc poursuivre sur les aides régionales et puis Oui, enfin, on terminera avec les aides locales. Merci. OK, pas de souci. Donc en effet, on poursuit avec les aides, Nouvelle-Aquitaine, qui sont donc, toutes ces mesures, régionales, avec la première d'entre elles, qui est le fonds d'urgence pour les secteurs, fermés, ou très impactés. Sachant que, il y a une mesure spécifique, hein, qui a été déclinée, pour les secteurs du tourisme et de la culture. Vous voyez qu'on a listé 4 points, les objectifs, les bénéficiaires, le montant et les critères de sélection. Donc l'objectif, bien sûr, hein, c'est de limiter cet impact, de la crise sanitaire, spécifiquement là sur les secteurs du tourisme, hein. Donc ça regroupe vraiment, hôtels, restauration, hébergement, camping, cafés, restaurants.
Et le deuxième point, c'est de proposer à ces entreprises de ce secteur un nouveau dispositif, un complémentaire à ceux qui avaient pu être mis en place dans le cadre de la première vague du plan d'urgence. Concernant les bénéficiaires, il faut bien sûr être confronté à une fermeture administrative ou une activité réduite relative et consécutive aux mesures de confinement qui sont en mesure depuis le 30 octobre 2020. On a une condition, là encore, hein, comme souvent sur ces aides régionales, d'effectif, puisqu'il faut employer entre 3 et 49 salariés. D'accord. Équivalent temps plein. Donc ensuite, il y a des mécanismes de calcul, hein, notamment si on emploie des intermittents, des apprentis, etc. Donc là-dessus, il faut faire les calculs le cas échéant, mais je ne rentre pas dans ce détail. Il faut avoir son siège ou établissement principal sur la région Nouvelle-Aquitaine, avoir une situation de perte d'exploitation et déposer un dossier d'aide, avoir déposé pardon, un dossier d'aide auprès du Fonds national de solidarité pour les mois de novembre et décembre et janvier. Donc ça, c'est vraiment sur les critères d'éligibilité pour les bénéficiaires, sachant que sur les secteurs, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tout là, ce qui se rapporte au tourisme et à la culture. Au niveau du montant de cette aide, qui prend là la forme d'une subvention, on a un montant qui est plafonné en fonction de l'effectif salarié du bénéficiaire. On va avoir des tranches qui sont la première tranche de 3 à 10 salariés, ensuite de 11 à 25, puis de 26 à 49. Donc bien sûr, le montant de la subvention est exponentiel, hein, parce que de 3 à 10, on peut avoir jusqu'à 15 000 euros. Jusqu'à 25, ensuite, c'est 69 000 euros maximum. Et de 26 à 49, on a une aide qui peut aller jusqu'à 120 000 euros. Donc le mode de calcul de l'aide, il se fait au regard du résultat du mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier 2021, en prenant en compte d'une part les produits, vente de marchandises et aides publiques, et ensuite les charges, sachant qu'il faut qu'on ait une perte résiduelle supérieure à 1000 euros. Donc ça, c'est vraiment sur les montants. Le dernier point concerne les critères de sélection, puisqu'on se dit est-ce que tout le monde est éligible, comment les choix vont pouvoir s'opérer. Il faut savoir que, au-delà, de ce qui concerne les critères d'éligibilité du bénéficiaire, du secteur d'éligibilité et cetera, il y a, certains, critères qui sont une trésorerie au 1er janvier 2021 inférieure à 1 mois de chiffre d'affaires annuel, d'accord? Et une perte d'exploitation sur les mois de novembre, décembre et janvier qui n'est pas couverte, par les aides publiques, que ce soit le fonds de solidarité, l'indemnisation, du chômage partiel, et cetera. Donc c'est vraiment, ces critères plus, ceux qu'on a listés, auparavant qui peuvent permettre de bénéficier du fonds d'urgence, hein, pour ces secteurs, avec, pour en bénéficier, bah, un formalisme, hein, puisqu'il faut faire une demande. Donc là-dessus, on pourra, pour ceux qui se posent des questions, vous renseigner. Mais en tout cas, sur ces différents points, heu, il faut bien voir, voilà, c'est tous ces éléments qui permettent de bénéficier de ce premier fonds d'urgence pour les secteurs du tourisme. Par la suite, on a un deuxième mécanisme d'aide régionale qui est le prêt résistance, hein, pour les TPE et les PME en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Donc, on a des secteurs d'activité éligibles qui sont assez larges, hein. Donc, il faut savoir que sur l'objectif, bah, c'est encore une fois aider les PME, hein, qui rencontrent un besoin de financement lié à une difficulté conjoncturelle, une situation de fragilité temporaire. Sur les critères et les secteurs éligibles, pas de souci là sur les personnes qui nous écoutent, hein, puisque l'ensemble du secteur touristique est visé, que ce soit encore une fois les hébergeurs, les campings, les hôtels, etc. Donc normalement là-dessus, on n'a pas de difficultés particulières. Il faut savoir qu'au niveau du montant, on a un montant de prêt qui est au plus égal au montant des fonds propres pardon, et quasi-fonds propres, et ça peut aller de 10 000 à 300 000 euros. D'accord. On a en revanche là pas d'autres critères de sélection plus spécifiques qui nous sont donnés par la région Nouvelle-Aquitaine, hein, à contrario de la première aide dont nous avons discuté juste avant. Donc là, dès lors que on remplit ces différents critères, on peut solliciter le bénéfice de ce prêt résistance. Ça, c'était donc le deuxième volet de cette aide régionale. Le troisième point, il est l'aide au conseil extérieur, puisque
On a, au niveau de la région, Nouvelle-Aquitaine, un objectif là qui est, d'aider les entreprises qui souhaitent se développer et à s'adapter à cette crise sanitaire, de diversifier les activités et de se transformer et donc à ce titre-là, il est possible d'avoir recours à un consultant extérieur. Donc ça va pouvoir être, c'est en tout cas ce que nous dit, hein, la région Nouvelle-Aquitaine pour justifier de cette aide, c'est un repositionnement de l'entreprise en identifiant de nouveaux marchés. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour vous d'identifier ces nouveaux marchés et de voir comment vous pouvez vous adapter au niveau de la structure, même en ayant identifié des besoins. Il peut y avoir également une aide sur la mise en œuvre de nouveaux outils de commercialisation qui peuvent être des outils plus adaptés que ceux que vous avez en place et la construction d'un plan de développement durable. Donc, c'est vrai que ces objectifs, avoir un conseil extérieur, ça peut vous permettre d'avoir un nouveau regard et puis de bénéficier d'une expertise métier que vous n'avez pas forcément. Donc, c'est vraiment un point qui peut être intéressant pour certaines activités. Bien évidemment, pas toutes, mais certains, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça concerne non seulement ce qu'on dit, hein, les PME, les petites et moyennes entreprises, mais également les très petites entreprises. Donc, ça va concerner la majorité d'entre vous, puisqu'il faut avoir un nombre de salariés, non pas de 3 comme sur certaines aides, mais vraiment dès qu'on a un salarié jusqu'à 250, enfin 249, que l'on est impacté par le Covid, eh ben, on peut être éligible et on peut être bénéficiaire, sachant que le montant de l'aide, il est, à hauteur de 80 d'une assiette de dépenses qui est plafonnée à 15 000 €. D'accord? Ce qui nous fait 12 000 € de subvention maximum. Ce sont, au niveau des dépenses, des prestations intellectuelles. Donc c'est vraiment le recours à un conseil extérieur, pour vous aider, là-dessus. Sur les critères de sélection, on nous dit, hein, que l'ensemble des projets présentés, pourront être soutenus, dès lors que vous vous engagez dans une stratégie de rebond, de développement et une démarche éco-responsable. Donc dès lors que vous voulez vraiment, vous repositionner, étudier, une avancée sur de nouveaux marchés, vous pouvez déposer un dossier et potentiellement être éligible à cette aide. Donc attention, hein, c'est pas pour, faire n'importe quelle dépense, c'est vraiment sur un consultant extérieur qui se rapporte à des prestations qui vous permettent, de remplir les objectifs de cette aide. Il y a une fiche à remplir avec, une annexe, il faut joindre un extrait cabis. Vous trouverez tout ça, hein, sur le site Les Aides Nouvelle-Aquitaine et pour ceux qui le veulent, Charente Tourisme et nous-mêmes pourrons, vous aider si vous avez des difficultés pour remplir ou trouver, cette fiche de conseil extérieur. Le point, suivant, il est, sur l'aide à l'investissement, puisque là encore, il s'agit d'accompagner, les entreprises dans les projets d'investissement suite, au Covid, heu, notamment pour les problématiques de distanciation sociale, respect, des gestes barrières, et cetera. On a les mêmes bénéficiaires que l'aide que nous venons de voir pour le conseil extérieur, avec un montant qui peut être relativement important, puisqu'on peut avoir des projets d'investissement compris entre 20 000 et 40 000 € hors taxes, avec une aide régionale à hauteur de 50 maximum, ce qui nous fait une subvention de 10 000 ou 20 000 € maximum. Quelles sont les dépenses éligibles? Je vais vous dire celles qui nous sont données à titre d'exemple, puisqu'elles sont relativement parlantes. Ça peut être la création de parcours de délimitation pour compartimenter les espaces et mieux gérer les files d'attente. Ça peut être des achats d'outils d'aide à la visite numérique, des achats d'outils de gestion de prise de commande, des développements de modules de réservation, des dépenses de première œuvre, des achats et installations d'équipements. Là encore, l'ensemble des dossiers présentés seront étudiés et au niveau des demandes, bah, c'est la même chose que pour l'aide précédente. Il faut remplir une fiche de renseignement, annexer au dossier la présentation du projet et puis joindre un extrait cabis et ça permet d'avoir bah, l'étude de votre dossier qui est réalisée. Donc ça peut être là encore un point relativement important et intéressant. Le point suivant, qui en fait, est un non-point, puisqu'il y a une aide, meublé de tourisme, mais je souhaitais en parler puisque, on a eu des retours, de professionnels qui nous ont dit: «J'ai entendu qu'il y avait une aide, de la Nouvelle-Aquitaine, qui concerne les meublés de tourisme». Alors certes, il y a une aide qui s'appelle meublé de tourisme au niveau, de la région, qui vise à développer une offre de location saisonnière pour améliorer la qualité de l'hébergement, mais elle concerne les maîtres d'ouvrage publics et privés. Les SCI sont exclus et c'est vraiment pour les meublés de tourisme de grande capacité, les gîtes d'étape. Et ça, en réalité, ça ne concerne pas
la majorité des gens qui pensaient pouvoir en bénéficier. Donc voilà, on le mentionne juste pour vous dire que attention, c'est pas une aide qui vise les meublés de tourisme comme on l'entend, les particuliers, etc. C'est vraiment pour les grosses structures qui veulent changer d'affectation certains biens, etc. pour faire des gîtes ou des meublés, mais c'est pas pour les LMNP pardon, ou les LMP classiques qui répondent et qui se posent notamment des interrogations telles qu'on les a vues tout à l'heure en tout cas. Le point suivant est le soutien à la numérisation. Donc Stéphane, vous avez parlé tout à l'heure du chèque France NUM, à savoir qu'il y a aussi, hein, au niveau régional, ce qui est appelé le chèque e-commerce, qui a les mêmes objectifs, hein, d'améliorer la visibilité, développer le e-commerce, optimiser la gestion des stocks, et cetera. Donc là, on voit bien qu'il y a, un mécanisme général, de soutien à la numérisation, puisqu'on se rend compte que c'est quand même, une des portes de sortie, dans la crise Covid et une des solutions pour arriver à faire un petit peu de chiffre d'affaires, quand on ne peut pas se permettre d'avoir, la clientèle qui vient nous rencontrer. Donc il ne faut pas hésiter, à étudier, ces chèques e-commerce et ces chèques France Num. Voilà en ce qui concerne, les différentes aides dites régionales, et on peut maintenant, aborder, les mesures qui sont, les mesures plus, locales, avec tout d'abord une aide qui, elle, est départementale, à savoir que le département, de la Charente-Maritime a mis en place une aide, pour les travailleurs non salariés, une aide forfaitaire, d'un montant de 800 €. Pour en être bénéficiaire, il faut être domicilié en Charente-Maritime. Il y a des conditions de ressources, hein, qui doivent être inférieures à certains plafonds, qui sont fonction du nombre de personnes qui composent, le ménage, pardon. À titre d'exemple, si le ménage, il y a 2 personnes, il faut avoir des ressources pour le ménage inférieures à 30 000 €. Si on est 4, on passe à 40 000 €. Donc ensuite, il y a différentes conditions, mais en tout cas, on peut déposer cette aide, hein, jusqu'au 28 février 2021 et potentiellement, il y a une aide, au niveau de la Charente-Maritime d'un montant, de 800 €. Donc, ça peut être vraiment, intéressant là encore, puisque ça peut concerner, à la fois les bénéficiaires, qui sont éligibles et affiliés au régime de la sécurité des travailleurs non salariés, mais ça peut également être un dirigeant de SAS, ou de SASU, hein. Ce sont des gens qui peuvent bénéficier également, dès lors que les différentes, conditions sont remplies, on peut bénéficier, de cette aide, hein. Donc attention, la notion de travailleur non salarié, c'est pas forcément que, ce qu'on appelle anciennement le RSI, mais ça peut également être des présidents de SAS, dès lors qu'on remplit les différents critères. Donc là encore, n'hésitez pas à regarder si potentiellement vous pouvez avoir ce petit coup de pouce, du département. On a, autrement différentes aides, qui ont pu être mis en place, par les différents partenaires du dispositif, ACT. Savoir qu'on a donc 22 territoires, qui sont, pour information, tous cités. Certains ont mis en place, des aides spécifiques pour leur territoire, d'autres en avaient mis en place, mais elles n'ont pas été, prolongées et d'autres ont spécifiquement, remis en place, certaines aides. Donc, on va, faire le point sans forcément rentrer dans tous les détails puisque chacun d'entre vous ne va être concerné que par les aides de son, territoire. Mais, il est quand même intéressant de voir ce qui est mis en place et puis, ce qui peut permettre, quelles demandes on peut formuler au titre d'une aide. La première communauté, c'est celle de Val de Saintonge, où on voit qu'on a, une aide spécifique, Covid, hein, qui est le dégrèvement de CFE. Vous avez entendu parler, hein, de cette possibilité pour certaines communes ou communautés de communes de mettre en place ce dégrèvement, de CFE. Donc il y a là mis en place un dégrèvement des 2 tiers du montant, de la CFE, pour les cotisations dues au titre, de 2020. Alors ça ne concerne pas tout ce qui est taxes additionnelles ou taxes annexes à la CFE, mais en tout cas, pour, la cotisation foncière des entreprises en tant que telle, il y a bien, cette aide pour les entreprises de taille petite ou moyenne, qui relèvent du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, donc vraiment, tous, les secteurs qui vous concernent. Il y a également,
Et on vous le mentionne à titre d'information, une aide qui est une aide à l'immobilier d'entreprise, qui n'est pas forcément une aide spécifique Covid, mais qui est en tout cas, une aide qui peut permettre, d'avoir un soutien, sur l'immobilier, que vous pouvez posséder. Donc ça vaut le coup potentiellement pour ceux qui relèvent du Val de Saintonge de regarder ce qui se fait au titre de cette aide à l'immobilier, puisque peut-être que vous ne l'aviez pas abordé précédemment parce que vous n'aviez pas d'intérêt. Peut-être que eu égard au Covid, vous pouvez avoir intérêt à étudier, ce qui peut, vous être apporté en termes d'aide, par le Val de Saintonge. Ensuite, il y a, la communauté des communes, Île de Ré, où là, il y a eu, un mécanisme, de réouverture d'une cellule de crise, qui est réouverte depuis le 2 novembre. Donc il ne s'agit pas vraiment, d'une aide, financière en tant que telle. En revanche, dès lors que, ça vous permet d'avoir un interlocuteur dédié qui peut vous accompagner, relayer les informations et cetera, c'est vraiment un contact privilégié, pour ceux, qui, relèvent de cette communauté de communes. Donc là encore, il y a un numéro de téléphone avec, de la cellule de crise. Donc n'hésitez pas à contacter cet interlocuteur, dédié, qui peut vous permettre de vous aider, de vous assister, de vous, diriger vers, différents interlocuteurs et en tout cas, il ne faut pas se priver, de d'un coup de fil qui peut potentiellement, vous aider grandement. On a, la communauté de communes, Aunis, Atlantique. Donc Aunis Atlantique, on a une aide à l'équipement sanitaire des entreprises qui a été mis en place. Cette aide, elle est dans le contexte Covid, hein, et l'objectif, elle est de permettre, et de vous permettre de vous adapter durablement, et au mieux, par le biais d'une aide plafonnée à 300 € qui vise quoi? Qui vise, comme le titre le dit, l'achat d'équipements, sanitaires. Donc toutes les entreprises de Nice Atlantique, sont concernées. Donc dès lors qu'on a des achats d'équipements, de masques, de visières, de vitres de protection, de distribution de gel et cetera, on a cette aide de 300 € forfaitaire, dès lors que vous déposez un dossier qui est complet, qui peut vous être octroyé. Donc là encore, hein, il y a, un dépôt de demande, à faire. Vous pouvez le faire en ligne sur le site onisatlantique.fr. Vous remplissez, vos coordonnées, vous joignez directement sur le site les pièces et si, le dossier est complet, vous aurez cette aide qui pourra vous être octroyée. On a l'agglomération, Royan, Atlantique qui a mis en place une aide exceptionnelle, face à la crise, Covid-19, qui, a pour but de vous aider là encore, hein, par le biais d'une subvention à traverser, la crise dès lors qu'on a eu une fermeture administrative et ou une perte, de chiffre, d'affaires. Les structures éligibles, ce sont à la fois les entreprises qui ont, entre 0 et 10 salariés, qui sont, implantées sur l'une des 25 communes, de la communauté d'agglomération, Rochefort-Océan, qui font partie des secteurs éligibles, hein, donc on est bien dans le secteur, touristique, restauration, hôtel, et cetera. Il s'agit d'une avance récupérable. Le montant il est fixé, soit à 2 000, 4 000 ou 8 000 € versés en une seule fois. Il n'y a pas de taux d'intérêt et il peut y avoir un différé de remboursement de 18 mois maximum. Donc là encore, il y a un certain nombre de pièces à fournir, bien évidemment, que vous pouvez trouver sur le site de l'agglo Rochefort Océan ou en demandant, à Charente Tourisme qui pourra, vous diriger, vous donner les liens et on peut constituer, là encore, son dossier en ligne pour bénéficier de cette aide. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire les dossiers en ligne. Ça évite de faire des dossiers papier et de les envoyer. Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant également. On a, la communauté, d'agglomération, de La Rochelle qui a mis en place, différentes aides également. On a un fonds d'aide spécial, renforcé. On a une aide entreprise naissante. On a des aides à la création d'entreprises et des fonds de soutien à l'investissement, pour la transition, écologique. On ne va pas rentrer dans le des différents détails. Il faut savoir qu'il y a en effet ces aides qui ont été, mis en place. Ce sont, des montants, qui sont plafonnés, hein, toujours avec des conditions, d'éligibilité. Là encore, il y a des règlements, qui sont, établis pour savoir dans quel cadre on peut bénéficier, de ces aides
ou pas. Mais en tout cas, vous voyez que ils ont à la fois visé les créations d'entreprises, mais également certains domaines un peu plus annexes comme la transition écologique. L'objectif étant d'essayer d'aider différentes typologies et par différents mécanismes les entreprises dans le cadre du Covid-19. Donc la communauté d'agglomération de La Rochelle, sur ces 4 aides, fonds d'aide spéciale, aide aux entreprises naissantes, aide à la création et soutien à l'investissement. Il ne faut pas hésiter à aller consulter ces éléments-là, puisqu'ils ont vraiment vocation à permettre, par la remise d'aides et de subventions, euh, un soutien financier. Et c'est bien là le nerf de la guerre pour vous permettre de traverser ces différentes périodes. Je poursuis avec l'aide qui a été mise en place par Rochefort Océan. Rochefort Océan, qui est une aide aux TPE et associations employeuses. Donc là encore, une structure éligible entre 0 et 10 salariés, des avances récupérables. Il faut, alors d'ailleurs, c'est sur ce site qu'on a le dossier de demande qui est en ligne. Je me demande si je ne me suis pas trompé tout à l'heure en vous exposant celle d'avant, mais c'est bien sur celle-là que le dossier est consultable en ligne et que les montants sont de 2 000, 4 000 ou 8 000 euros. Voilà, n'hésitez pas à constituer vos dossiers pour pouvoir bénéficier de ces avances récupérables. Alors, c'est des avances, mais en tout cas, chaque euro qui peut vous être versé, c'est 1 euro qui peut vous permettre de payer des échéances et de traverser cette crise. Donc, c'est quand même relativement intéressant. On a ensuite 4B Sud Charente qui a mis en place une aide par le biais d'un fonds de soutien à l'économie locale. Alors, à qui s'adresse cette aide? Aux très petites entreprises, entre 0 et 10 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Il faut avoir un besoin de trésorerie non couvert, en tout cas non totalement couvert par les autres dispositifs, que ce soit les dispositifs nationaux ou régionaux. Et il faut proposer une stratégie de rebond avec un plan de trésorerie prévisionnel. C'est une subvention d'un montant maximum de 5 000 euros. Donc ça peut quand même être une aide qui peut, entre guillemets, vous aider à hauteur de ce montant, qui est cumulable dans la mesure où, comme on l'a dit, vous avez toujours ce besoin de fonds de trésorerie, mais c'est cumulable avec les autres aides d'État et les autres aides de la région qui sont mobilisables. Donc n'hésitez pas, là encore, à étudier cette aide de 4B Sud-Charente qui peut être intéressante pour vous. On a sur Cœur de Saintonge une exonération partielle des ordures ménagères. Alors, c'est pas une aide qui va vous permettre de payer grandement vos échéances et de faire face au Covid, mais en tout cas, c'est un geste qui a été voté et qui est applicable. Donc, il est possible de bénéficier de cette exonération partielle des ordures ménagères. Donc, c'est toujours un point qui est intéressant. Donc, regardez potentiellement si vous souhaitez pouvoir bénéficier de cette exonération, puisque pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour d'autres, ça peut faire la différence. Donc, toutes les aides sont bonnes à prendre. Donc, exonération partielle des ordures ménagères pour Cœur de Saintonge. Sur la communauté des communes de Rouillaquet, on a ici encore une aide à l'immobilier et une aide à la relance économique. Il faut savoir que ce sont des éléments qui ont été votés par les élus du Rouillaquet, puisqu'on a eu un fonds d'aide exceptionnel de 130 000 euros qui avait été mis en place. Lors du premier confinement, l'aide à l'immobilier avait été mise en place pour les entreprises locales de moins de 10 salariés qui étaient fermées administrativement ou qui avaient une perte de chiffre d'affaires. L'aide qui prend la forme d'une subvention, elle était égale au montant des loyers ou des échéances de prêts sur la période du confinement plafonnée à 1 500 euros. Et l'aide à la relance qui a été mise en place, on pouvait y prétendre. Elle était subventionnée, la subvention était plafonnée à hauteur de 1 000 euros. D'accord. À savoir que pour le deuxième confinement, seul ce dispositif d'aide à l'immobilier a été mis en place pour les entreprises locataires de la collectivité. Mais en tout cas, il faut savoir que voilà, il y a toujours une aide qui est possible et donc il ne faut pas hésiter, là encore,
à aller la solliciter. Sur l'île d'Oléron et le bassin de Marennes, il y a eu certains éléments qui ont été mis en place. Il faut savoir qu'il y a un espace dédié sur le site internet. Donc, pour ceux qui relèvent de l'île d'Oléron, du bassin de Marennes, n'hésitez pas à consulter cet espace dédié sur le site internet avec une adresse mail dédiée. Il y a même un groupe Facebook ainsi qu'une cellule téléphonique. Alors, il n'y a pas eu à proprement parler d'aide locale à caractère financier. Ceci étant dit, il avait été mis en place plusieurs mécanismes pour permettre une aide, hein, puisque il y avait eu la mise à disposition de bocaux en verre pour pouvoir permettre la vente à emporter en mode zéro déchet. Donc, c'était en effet une aide matérielle pour faciliter matériellement par la remise de ces éléments l'activité de vente à emporter et puis de développer aussi l'image, y compris pour les professionnels, hein, l'image zéro déchet qui peut permettre de valoriser l'image des professionnels. Il fallait, pour en bénéficier, être soumis à une fermeture administrative et exercer une activité de restauration dans un local commercial, ce qui excluait hein, les activités de type food truck, par exemple. Il faut savoir également que l'association locale de commerçants a mis en place des chèques cadeaux qui sont encore disponibles et dont les utilisateurs peuvent faire des achats par le biais de ces éléments-là, avec une participation de la CDC à hauteur de 10 000 euros. Donc ça, c'est les deux éléments sur ces chèques cadeaux et ces remises de bocaux qui ont été mis en place sur le territoire Île d'Oléron, bassin de Marennes. Je poursuis sur le territoire Charente-Limousine, puisqu'il a été reconduit le mécanisme de fonds d'urgence à destination des entreprises qui font l'objet d'une fermeture administrative. Donc l'aide a été reconduite pour les mois de janvier et février 2021. Il y a des formulaires à remplir qui peuvent se trouver sur le site Charente Tourisme avec différents critères, là encore, pour pouvoir en bénéficier. Mais ça a été reconduit. Donc pour ceux qui en avaient bénéficié, n'hésitez pas à reformuler des demandes. Et pour ceux qui n'en avaient pas bénéficié ou qui ne connaissaient pas ce mécanisme mis en place par Charente Tourisme, eh ben, n'hésitez pas à aller étudier les différents critères pour voir si vous pouvez en bénéficier. Mais dès lors que vous avez moins de 10 salariés, un bénéfice annuel inférieur à 60 000 euros et un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, c'était les critères qui permettaient de bénéficier de cette aide d'urgence. Donc, elle est prorogée. Donc, ne vous en privez pas et allez potentiellement formuler des demandes à ce titre. On a également la communauté de communes Lavalette Tude Drône. On a plusieurs éléments. La mise en place d'une cellule de crise. Hein, alors, l'objectif, c'est de mettre en place un dialogue entre les élus locaux et les entreprises pour avoir des différentes actions qui peuvent être mises en place. On a également la mise en place d'un dispositif d'appui financier qui s'appelle le dispositif Objectif Relance, qui vise les activités touristiques type restaurateur, café, brasserie, mais également les hébergeurs du territoire qui doivent investir, que ce soit en matériel ou en consommable, pour la mise en place du protocole sanitaire. Donc, on a une aide qui est plafonnée à hauteur de 500 euros, mais qui peut permettre, là encore, d'avoir un soutien financier pour des dépenses qui souvent ne sont pas prioritaires, mais qui sont très importantes pour respecter les protocoles sanitaires et sécuriser la clientèle et les encourager à venir dans vos établissements. On a enfin une exonération, là encore, des 2/3 de la CFE qui a été votée et mise en place, à savoir que ce soit pour l'ensemble des communes ou communautés de communes, hein, il était possible de voter ces exonérations de 2/3 de CFE. On peut obtenir sur Internet la liste de l'ensemble des communes ou communautés de communes qui ont mis en place cette exonération, puisque là, on ne les a pas forcément toutes visées, mais si vous voulez savoir si ça a été voté dans votre commune, puisque c'était soumis à délibération, bien souvent, les gens pensaient que c'était automatique parce qu'il y a eu beaucoup de publicité de fait sur cette exonération, mais en réalité, il fallait bien un vote qui n'a pas été fait partout. Donc, vous pouvez consulter la liste de ces différentes communes ou communautés de communes
qui est disponible sur Internet. Voilà pour ce survol de toutes ces aides locales. On voit, hein, Stéphane, que il y a une juxtaposition de différentes aides, qu'elles soient au niveau local, régional, national. Il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre le maximum d'aides dont on peut relever, puisque c'est par ce biais-là que on peut avoir ce soutien qui permet de payer les échéances, traverser la crise au mieux, en attendant la réouverture qu'on souhaite tous. Je vous laisse la parole, Stéphane. Merci. Mais du coup, je vous propose qu'on reprenne à la suite, les questions qui avaient été posées en amont du webinaire. Oui. Alors, je débuterai avec une première question qui était: je refais le toit de mon gîte, y a-t-il une aide financière pour cela? Alors, il n'y a pas d'aide financière spécifique Covid, hein, puisque les aides, on les a listées, là, que ce soit les aides nationales, régionales ou locales. Après, on peut potentiellement utiliser une des aides, une des subventions pour refaire un toit, par exemple, si c'est une dépense qui était prévue et qui s'inscrit dans le cadre de l'activité. En tout cas, il n'y a pas d'aide spécifique pour la reprise d'un toit ou une reconstruction de tout ou partie d'immeuble. Mais rien n'empêche d'utiliser le bénéfice des aides bah, pour quel que soit le type de dépense, dès lors que ça se rapporte à l'activité professionnelle. Et si c'est une dépense de toi qui permet d'exercer l'activité, bah, rien n'empêche d'utiliser une subvention à ce titre-là. Merci. On aura également une question dans le même ordre. De quelle aide peut-on bénéficier pour l'isolation d'un logement de tourisme? Ouais, bah là, on est dans le même critère, hein. Il n'y a pas d'aide spécifique puisqu'on a des aides à l'isolation, etc., mais qui se rapportent aux résidences principales, donc qui parfois peuvent être utilisées si certaines personnes font par exemple de la chambre d'hôte, mais autrement sur les activités professionnelles, il n'y a pas d'aide spécifique sur ces éléments-là, hein, malheureusement. Mais encore une fois, dès lors qu'on a des subventions pour l'activité professionnelle, on peut les utiliser ensuite comme bon nous semble, entre guillemets. Ok. Une autre question: j'ai déjà eu une aide du Grand Cognac en 2020, puis-je encore avoir des aides sur 2021? Alors là, c'est une question où il faudrait regarder les critères d'éligibilité sur le Grand Cognac que j'ai pas en tête pour tout vous dire. Peut-être que vous avez la réponse d'ailleurs, Stéphane. Heu, il est en effet, pas impossible que ce soit le cas, mais il faudrait vérifier puisque certaines communes ont prorogé des dispositifs, mais uniquement pour les personnes qui n'avaient pas bénéficié, de ces aides, alors que d'autres ont fait l'inverse. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce point-là plus précisément et qu'on apporte une réponse, à la personne, par mail ou par coup de fil, un peu plus tard. Ouais. Et puis on avait, alors je ne poserai pas les deux questions, mais qui étaient relatives au, euh, aux locations qui se situent, qui sont donc impactées par la fermeture des thermes. Est-ce qu'on a des aides spécifiques pour cette situation-là, que ce soit de la région ou même localement? Est-ce que vous en avez connaissance, Alexandre? Non, ben, on est, redevable des aides qu'on a listées, hein, que ce soit au niveau local, régional ou national. Il n'y a pas d'aide spécifique de par cette fermeture, de terme. Donc on est, entre guillemets, dans le même bain que tous les acteurs du tourisme, puisque, certes, c'est impacté par la fermeture des termes, mais c'est pour tout le monde, les mêmes impératifs et les mêmes, contraintes. Donc pas d'aide spécifique, mais en revanche, toutes les autres aides peuvent potentiellement, s'appliquer, si ce n'est que bien souvent, on est en présence de loueurs meublés non professionnels qui ont, des locations, voilà, pour les activités de curistes. Donc pour les problématiques qu'on a déjà vues, ils ne seront, dans 99 des cas, pas éligibles. Ok. Ensuite, dans le fil des questions qu'on a eues pendant le webinaire, il y en a une particulièrement, alors, qui manque peut-être de précision, mais vous pourrez peut-être donner votre avis. Nous venons d'arrêter le loyer, quel est l'impact? Alors, j'imagine qu'on se positionne dans la situation où le professionnel ou non professionnel a arrêté de payer son loyer de logement, Alors, si pas on est, de loyer professionnel. ouais, alors si on nous parle pas d'échéance, donc je pense qu'en effet, on n'en est pas sur un crédit, mais on est sur un loyer avec un bailleur. Heu, il est important de trouver une situation, soit amiable, soit judiciaire, mais en tout cas, il faut trouver une issue. Le non-paiement et la politique de l'autruche, va être fortement néfaste
puisque un bailleur qui n'est pas payé pourra obtenir des indemnités conventionnelles, voire des résiliations de baux dans certaines hypothèses. Donc, il faut trouver soit amiablement un mécanisme d'étalement de la dette, de report, quelle qu'elle soit prendre attache avec un médiateur ou avec, en dernier recours, un juge pour bénéficier vraiment d'un report judiciaire des sommes dues. Mais grande méfiance, ne rien faire, ne rien anticiper, c'est une très mauvaise idée parce que ça ouvre droit à des indemnités et dans certains cas à des résiliations de baux. Et là, les issues peuvent être du coup pour le moins dramatiques. Donc, méfiance. Prenez attache, discutez et trouvez des solutions, qu'elles soient amiables ou judiciaires. Il faut trouver des solutions et les acter par écrit, hein. Les arrangements verbaux, il faut vraiment ne pas en tenir compte et faire des accords écrits avec les propriétaires bailleurs. Merci. Oui, je pense que c'était important de répéter, de repréciser ces points-là. Le plafond, donc ça va concerner le fonds de solidarité. Le plafond de 200 000 € est mensuel, point d'interrogation. Celui de 800 000 est-il annuel, calendaire ou 12 mois glissant? Et doit-on intégrer pour ces plafonds l'exonération de cotisation patronale? Alors, les différents seuils, en effet, sont des seuils en général qui sont mensuels. Mais de toute manière, quand vous formulez les demandes, hein, pour le fonds, c'est bien spécifié. Donc, si vous connectez et répondez aux questions, il y a peu d'interprétations possibles, puisque en fait, c'est un jeu de questions-réponses et on donne les montants qui correspondent, sachant que, je le répète, hein, les conditions varient d'un mois sur l'autre et il faut vraiment à chaque fois se repositionner pour savoir si oui ou non vous remplissez les critères et si les modalités, notamment de détermination des chiffres, n'ont pas changé, euh, parce que ça peut être le cas. Voilà. On avait ensuite une question. Aide, conseil extérieur et aide à l'investissement sont-ils valables lorsqu'on a un salarié apprenti? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des équivalences à faire sur ces éléments-là? Parce qu'on sait qu'on a certaines aides où les apprentis ne sont pas considérés comme un équivalent temps plein. Peut-être que dans ce cas-là, il faut se faire préciser auprès de l'organisme qui verserait l'aide. Ouais, parce que je suis en train de revérifier dans les éléments qu'on a, mais il faudrait vérifier, ouais, il faudrait contacter le service relations, le correspondant de l'aide région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on nous parle d'un salarié. J'ai bien peur que par équivalence avec certaines autres aides qu'on a, il faut des équivalents temps plein, et donc il y aurait un calcul à faire en fonction du volume horaire de l'apprenti. Donc, si on n'en a qu'un, vraisemblablement, ça ne remplit pas les critères. Mais ça reste soumis à interprétation. Donc, en effet, il faut contacter le service et poser la question. Mais je suis malheureusement un peu sceptique. Ensuite, on avait, alors je vais répondre, on a plusieurs questions où on nous pose, on nous demande comment solliciter les aides. Alors, au niveau de la région, dans tous les cas, dans le support de présentation, vous aurez le lien pour contacter la région au besoin. Il y avait également une question pour l'aide de la Charente-Maritime. Donc là, de la même manière, ce sera pour retrouver les informations directement sur le site de la Charente-Maritime. Et enfin, sur les aides locales plus spécifiquement, de manière générale, et si vous ne trouviez pas ce contact-là, ça va être le service économie de la communauté de communes qui pourra vous apporter les réponses sur les aides s'il s'agit surtout d'une aide financière. Sachant, hein, que la majorité des communes ou des communautés ont des sites internet avec les formulaires en libre téléchargement. C'est plutôt bien fait, je trouve. Euh, donc, normalement, la tâche est facilitée à cet égard. Mm. Je vois également qu'on nous posait la question si les aides locales présentées étaient-elles exhaustives. Alors, on a essayé, dans la mesure du possible, de vous lister l'ensemble des aides. Comme vous l'avez vu, hein, les deux Charentes représentent 22 territoires. Donc, on a obtenu beaucoup de réponses et on a réussi à avoir pas mal d'informations.
Encore une fois, si vous souhaitez vous assurer de bien avoir toutes les informations, rapprochez-vous de votre service économie au niveau de la communauté de communes. Ils sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous aider et ils ont un devoir d'information sur les différents dispositifs qui vous permettent de passer la crise, hein. Donc, on a essayé d'être exhaustif, mais malheureusement, peut-être qu'on ne l'a pas été sur tous les points. Et ce d'autant plus que, alors il est Que vrai que là ça vous avez évolue, fait, ouais. ouais voilà, par Charente Tourisme et vous Stéphane avez fait un fabuleux travail je trouve. Ceci étant dit, comme ça évolue, au jour le jour et qu'il peut y avoir des nouvelles aides de voter en préparation et cetera, et ben, la seule solution, hein, c'est de consulter régulièrement ou d'interroger, les différents responsables pour savoir si oui ou non, a été mis en place ou est prévue la mise en place de nouvelles aides. Bien sûr, et ça me permet de faire le lien avec une autre question qui a été posée sur le Grand Cognac, qui nous ont informé ne pas avoir d'aide à jour. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mesures locales spécifiques. En revanche, ça pourrait évoluer dans les semaines ou dans les mois qui viennent, suivant les décisions qui sont prises par les politiques. Bien sûr, ça peut évoluer, hein. C'est un état à date. Et enfin, dernière question à laquelle on répondra très rapidement. Chèque commerce et numérique sont-ils deux dispositifs différents? Oui, il y en a un donc le chèque numérique est mis en place par la DGE via France Num, donc qui est national, et le chèque commerce est mis en place par la région. Alexandre, je ne sais pas si vous souhaitiez… Non, je crois qu'il y avait également une poser des question, mais points. plutôt droit social, sur une Oui, problématique de tout à fait. chômage partiel. Alors là, c'est pas ma spécialité, donc ce que je vous propose, c'est que Laurence Didier, qui est mon associé spécialiste en droit social, apportera une réponse dédiée. Je pense que vous devez avoir, Stéphane, l'adresse mail ou le contact téléphonique de la personne pour qu'on puisse lui On aura répondre. dans tous les cas, oui, effectivement, au moins l'email qui a servi à l'inscription et on se permettra d'écrire directement à cette Ça adresse. nécessitera peut-être des précisions, puisque là, on n'avait pas tous les éléments pour pouvoir répondre. Mais en tout cas, une réponse sera bien apportée à ce titre-là. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense on a fait le tour de ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit, hein, c'était enregistré. Nous mettrons à disposition le support de présentation sur lequel vous retrouverez tous les liens. Si toutefois vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'on affichera le numéro de la ligne pro, mais dans tous les cas, vous pouvez le retrouver sur notre site Charente Tourisme. Vous pouvez retrouver également des informations dans la rubrique Covid-19 de notre site internet. Et écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour de prochains webinaires. Merci, au revoir.